on était tout content et tout guilleré. Là-dessus, voilà l'information qui apparaît, que Rima Hassan est pistée par la police depuis le mois de janvier dernier, alors qu'il n'y a aucune raison de procéder à cet espionnage contre elle, vu qu'elle ne fait l'objet d'aucune accusation qui justifie. Alors elle fait l'objet de 16 affaires, dont 13 ont déjà été annulées, à propos d'apologie du terrorisme. Tout le monde comprend qu'il y a la volonté de la harceler, de la faire craquer, et il arrive que Rima soit en effet atteinte lourdement par la pression permanente qui s'exerce sur elle. Mais elle tient bon, et elle est bien entourée d'amitié, la nôtre déjà, et puis de soutien de toutes sortes qui l'aident à tenir le coup. En attendant, on ne peut pas accepter, quoi. On ne peut pas faire, ah ben tiens, quand c'était des gens qui voulaient me tuer, passe encore, comme m'avait dit la juge, mais ils avaient changé d'avis. Je dis, qui c'est qui vous l'a dit? Eux. J'ai dit, bon, bah, vous admettrez que je puisse m'interroger, hein, parce que vous attendiez quand même pas à ce qu'ils viennent vous voir pour vous dire que oui, ils avaient l'intention de venir à bout de moi. Mais là, en ce qui concerne Rima, donc nous avons pu immédiatement, en même temps qu'on apprenait la fin de la loi Yadan, les camarades dans l'hémicycle ont chopé Nunez, on lui dit, dites-vous là-bas, vous expliquez que vous n'avez rien de mieux à faire avec vos policiers que de surveiller Madame Rima Hassan. Mais quand je dis surveiller, il faut vous rendre compte, c'est le pistage de son téléphone, la vérification de toutes ses réservations d'hôtel et ses billets de transport pour savoir où aller continuellement. C'est ça qu'ils ont fait pendant 3 mois. Alors, il paraît que, on m'a dit, hein, moi je l'ai appris comme ça, qu'il était plutôt livide, l'homme, en découvrant qu'on savait. Alors, est-ce que c'est parce qu'il se sentait gêné? Mais apparemment non, parce qu'il a dit c'est pas moi, c'est l'autre, et il a tout renvoyé sur les genoux Darmanin. Donc évidemment, on dit à Darmanin, si c'est vrai, si c'est vous qui avez décidé ça, s'il y a un procureur qui a décidé ça, d'abord on voudrait savoir si vous le saviez ou pas, et deuxièmement, on voudrait connaître les motivations du procureur, parce que quand même c'est assez énorme. Et combien d'autres parmi nous sont actuellement surveillés de la même manière? On n'en sait rien. Il y en a peut-être d'autres, hein, René, peut-être qui te surveille du matin au soir, quand tu vas au champ, tu sors ton chien, tu vas à l'hémicycle. Bon, voilà. Donc, c'est dans ce contexte que s'ouvre notre rencontre ce soir. Je pense que c'était aussi une très bonne chose qu'on ait franchi le cap du 1 million de signatures au niveau européen. Notre nouveau parti européen est là, l'Alliance pour le peuple, je crois, et parce que moi je suis dans la fondation, pas dans le parti, enfin comme tout le monde, mais je ne me rappelle pas du nom. Et la fondation, c'est maintenant le peuple, ça me plaît. Donc elle a fait cette pétition, et alors, ça c'est juste le savoureux du moment, c'est que tout le monde a regardé en attendant qu'il ne se passe rien. Parce qu'il y en a qui sont très doués, non seulement pour ne rien faire, mais pour attendre que les autres ne fassent rien ou que ce que fassent les autres n'aboutisse pas. C'est le cas des sociaux-démocrates, qui sont le grand parti utile que vous connaissez. Donc ceux-là n'ont strictement, absolument rien fait. Même pas à dire « Ouais, vas-y les copains, hein, signez, hein », rien. Même pas un tweet. Et là, on passe le million et ils font un texte où ils disent « Déjà 1 million de personnes ont voté, il est temps que les responsables se réveillent » et blablabli, blablabla, en avant vers 1,5 million. Donc on rigole en se passant le truc. Parce que, enfin, en tout cas, c'est pas la honte qui les gêne. Hein. C'est pas un sentiment très connu parmi eux. Et je vous passe les Français, parce que quand même, c'est des compatriotes. Donc, j'aurais un peu de mal à me moquer trop d'eux, ça me ferait de la peine. Alors, moi, mon projet, c'était de commencer. Attends, mais c'est quoi qui est marqué là 10h38, ça fait pas 10h38 que je parle. Eh oh, c'est quoi ça? Moi, je peux pas bosser avec ça. Quoi? C'est 10 minutes. Pourquoi il est marqué 10, 47? Les 48, c'est les secondes. Ah, ok, d'accord. 10 minutes, c'est rentré dans mon papier. Alors applaudissez pas, vous moquez pas de moi trop cruellement. C'est cruel. Moi, j'avais prévu de commencer ce soir par vous dire quelque chose qui d'habitude qui n'intéresse personne. Je veux dire, pas vous vous intéressez à tout, je vous connais. Il y a depuis 48 heures un mouvement qui s'organise parmi les auteurs qui publient aux éditions Grasset. Les éditions Grasset ont été annexées par le système Bolloré, et après Fayard, qui était aussi une grande maison d'édition historique, culturelle et autres, c'est Grasset, environ son directeur. Je ne le connais pas, je ne sais pas de quel bord il est, je ne sais pas s'il a dit des méchancetés sur nous, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nous voyons se constituer sous nos yeux quelque chose qui est un attentat global à la liberté de l'esprit, et ce n'est pas une question secondaire à laquelle on réagit ensuite, une fois que tout est détruit, parce que réparer des blessures de cette nature, c'est beaucoup plus difficile que n'importe quelle autre situation. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des choses de l'esprit, de la création, de la capacité à dire. Et là, il y a 130 auteurs qui protestent contre ce licenciement, et ça soulève pour nous un problème politique dont il faut qu'on dise d'avance, et vous savez pourquoi, avant les élections, pendant les élections présidentielles, pour éduquer, faire comprendre, que les gens comprennent que le capitalisme, c'est pas seulement une abstraction de gens cupides
qui essayent de faire des tas de pognon. Ça, d'ailleurs, c'est même pas la définition du capitalisme. C'est une manière d'organiser la société, de créer des rapports de force sociaux. Or, aujourd'hui, dans la crise qui traverse le mode de production dominant, qui est capitaliste, il nécessite, cette crise, elle nécessite le renfort d'un appareil idéologique considérable pour arriver à faire tenir l'ordre en place et le maintenir. Et c'est ce à quoi se sont attelés des gens comme Bolloré. Et morceau par morceau, ils absorbent des outils de la création et tout ce qui touche à la liberté de l'esprit. Alors, en soi, déjà, c'est un problème. Et ça se combine avec un moment particulier de l'histoire humaine où vient d'émerger l'intelligence artificielle, où s'installe durablement la numérisation de tous les savoirs à l'intérieur d'une immense sphère numérique mondiale que j'ai appelée dans mon livre la noosphère, c'est-à-dire l'ensemble de la sphère des idées, des connaissances, des savoirs, des créations des êtres humains. Et on sait que l'étape qui vient, c'est le moment où le capital fera payer tout accès à ce savoir. Or, jusqu'à présent, il y avait même une image qui signifiait comment le savoir se transmettait. Pourquoi le savoir est cumulatif dans l'humanité? Voyez-vous, la circulation du savoir, je ne suis pas en train de vous dire qu'elle s'est toujours faite très librement, mais en tout cas, dans l'ère moderne, dans la science, tout le monde publie ses résultats et son travail de manière à ce que tout le monde en profite. Et puis, on a vu depuis quelque temps des phénomènes d'appropriation. Au début, on dit « Ah ben, ça y est, tout le monde y va, c'est ouvert, tenez, on va inventer une IA tous ensemble. » Puis un jour, ça se ferme, et c'est fini, c'est la propriété d'un groupe, et vous ne pouvez plus y accéder sans avoir payé. La fermeture de la circulation des idées est le pire danger que puisse affronter l'humanité. Parce que ça veut dire qu'il y aura toujours un secteur en retard sur l'autre, puisque des brevets interdiront l'accès au savoir, à la plénitude du savoir, et puis donc réduiront d'autant les capacités humaines. On a déjà connu dans l'histoire des grandes coupures de cette nature. Et vous savez qu'aujourd'hui, certains régimes essayent d'isoler la zone numérique qu'ils contrôlent, leur propre pays, l'Internet de leur propre pays. On a déjà connu dans le passé des coupures. Pendant 1000 ans, la séparation du Sud, c'est-à-dire de tout ce qui est au sud de la Méditerranée, un autre sud, avec ce qu'ils ont convenu ensuite d'appeler l'Occident, c'est-à-dire, pour l'essentiel, le monde musulman et tout ce qu'il avait coagulé, le monde musulman de l'Antiquité orientale, dans laquelle tout est né. Alors je sais que ça déplaît au fascisme, mais c'est comme ça. Moi, ça ne me dérange pas du tout, je ne sais pas pourquoi ça les met dans un état pareil, de penser qu'ils doivent tout aux Mésopotamiens. Moi, j'en ai jamais rencontré, je ne sais pas comment ils sont, mais en tout cas, je leur dis merci, parce que bon, les maths, tout ça, c'est les Perses qui ont trouvé ça. Bon. Mais 1000 ans de coupure, ça a donné un fossé qui a retardé des deux côtés le développement. Par conséquent, cette question est à prendre très au sérieux. Et ce sont des monopoles sans précédent qui se créent, où un secteur du capital possède directement des moyens d'intervention idéologique en mesure de modeler la pensée collective, de modeler les affects, de modeler les priorités que chacun se donne dans sa vie. Et cette chose qui est commune à tous les êtres humains, c'est que c'est comme ça. Chaque génération essaye de ressembler à la précédente pour accéder au vécu, puis ensuite elle rompt et elle crée elle-même autre chose. Eh bien, chaque être humain lit qui il est dans le regard des autres. Qu'est-ce que vous voulez? C'est bien embarrassant et on apprend à mettre au point pendant toute sa vie des mécanismes pour se protéger de ça. De croire que dans le regard des autres se trouve une vérité sur soi tellement grande que, bon, ben on doit ou en souffrir ou s'y plier. Hein. On en est tous là, ne me racontez pas d'histoire. Bon, en tout cas, moi, j'en suis là et ça me suffit comme exemple. Bah oui, comme tout le monde, ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses très concrètes. Parce que M. Bolloré ne se contentera pas de rentrer dans vos esprits pour y faire rentrer ses conneries. Il rentrera dans vos esprits, dans vos manières d'être, et c'est déjà le cas. De la même manière que le capitalisme rentre dans notre peau, dans notre chair, dans notre sang, dans nos yeux, dans nos oreilles, dans tout ce qu'il est capable d'influencer et de mettre aux normes de la circulation de la marchandise à laquelle il aspire continuellement. Alors, il faut que nous soyons, face à ça aussi, inventeurs de droits nouveaux. Un ami à qui j'ai posé la question, qui est un des 130 auteurs, si j'ai bien compris, et que j'aime beaucoup, m'a dit « Tu ne peux pas parler que de questions économiques sur ce sujet-là. Il y a une question économique, et qu'on va vite régler. C'est que en 2027, si nous accédons au pouvoir et nous faisons partie des gagnants possibles, eh bien, immédiatement, nous démantèlerons les grands trusts idéologiques et culturels, c'est-à-dire ceux qui possèdent des journaux, des télés, des maisons d'édition. On démantèlera tout ça. Alors, c'est pas très compliqué à organiser, hein. Bon, mais il faut le démanteler parce que c'est une tâche d'intérêt public. Et il faut rendre tous ces outils à leurs véritables utilisateurs. Les utilisateurs d'un journal, c'est les abonnés. Les utilisateurs d'une télé, bah, c'est ceux qui payent la cotise, etc., etc. C'est-à-dire une forme de propriété collective des consommateurs.
Mais bon, tout ça mérite, ça va pas, je ne vais pas le présenter là maintenant, mais il y a déjà eu des copains qui ont bossé sur ci, sur ça, on ne part pas dans le vide. Hein. Et puis il y a aussi d'autres choses qu'on va changer dans ce domaine, comme par exemple le fait que toutes les œuvres qui tombent dans le domaine public, vous savez qu'au bout de 30 ans, l'auteur ne touche pas de dividendes sur le sujet, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, et ça tombe dans le domaine public, tout le monde. Alors, ça donne des résultats souvent extravagants. Vous avez la compagnie Disney, qui est peuplée par ces rustres d'Américains, qui, alors prend l'histoire de Notre-Dame, toute l'histoire, celle de Victor Hugo, et ils ne mentionnent pas une fois que c'est l'œuvre de Victor Hugo, et pour nous, que dalle. Eux, ils ont fait des millions et des millions et des millions avec la diffusion de cette œuvre. Alors, on avait pensé, dans le programme, on avait mis à l'ordre du jour le fait que toutes les œuvres qui tombent dans le domaine public continueraient à percevoir des droits, peut-être moindres, mais qui permettraient de faire fonctionner, par exemple, les caisses de retraite des auteurs, ou bien d'autres aspects de cette nature. Faut pas qu'on dise, bon, comme c'est un auteur, c'est un artiste, alors c'est par nécessité un crevard, et puis le fait de n'avoir rien, comme disait l'autre, frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie, ok, bon, c'est-à-dire, moins tu vas bien, plus tu serais génial. Mais ça, c'est une idée bourgeoise de la créativité, qui viendrait essentiellement de la douleur. Non, mais ça, c'est pas notre manière de voir le monde. Et cette idée du fonds public, c'est Victor Hugo qui l'a inventé, donc on est bien protégé si on doit prendre cette décision, et on la prendra. En attendant, il m'a suggéré, le copain, qu'on mette quelque chose. Voyez-vous, vous êtes un auteur. Bon, moi, ça m'est arrivé. J'ai édité un coup chez Fayard. Un jour, je découvre qu'ils allaient éditer Hitler. Et je connaissais les responsables, je vous l'avoue, c'était des copains. Ou des copines, plus exactement. Je dis, c'est pas possible, on peut pas faire un truc pareil. Mais si on met un appareil critique, t'inquiète pas, je dis, je m'inquiète, vous mettez pas un appareil critique, vous allez le diffuser. Je ne peux pas être dans la liste des auteurs d'une maison d'édition qui édite Adolf Hitler. Voilà, c'est tout, c'est mon choix, je ne veux plus entendre parler de vous. Bon, alors, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé, parce que la loi ne permet pas ça. Quand vous êtes auteur quelque part, vous ne pouvez pas dire au revoir, ciao, je récupère mon œuvre. C'est comme ça. Alors, lui, l'ami, me dit, il faut établir une clause de conscience. Parce que maintenant, vous savez très bien que les éditions Grasset vont être tenues en main, comme Fayard, parce que là, je parle de Grasset, mais le coup d'avant, c'était Fayard, et c'était Isabelle Saporta qui le dirigeait. Ils l'ont foutu dehors, parce que considéré comme trop à gauche. Donc, quand vous êtes là, vous dites, mais moi, j'écris pas des livres pour, à la fin, contribuer au renforcement d'un empire idéologique de mecs qui vendent bien ce qu'il veut par ailleurs, mais moi je m'en fous, c'est pas pour ça que j'écris, c'est pas pour ça que je crée. Et donc il faudrait qu'il y ait une clause de conscience exactement comme il y en a une dans la presse. C'est-à-dire, vous avez changé le patron de la boîte, très bien, faites ce que vous voulez, c'est la liberté capitaliste, mais moi je veux rien avoir à faire avec vous, donc je m'en vais. Et je récupère mon œuvre, et si besoin est, je la fais imprimer et éditer ailleurs d'une autre manière. Je pense qu'il faut que nous on rajoute ça, dans nos clauses, c'est-à-dire la clause de conscience pour les créateurs. Les créateurs ne sont pas des poules qui pondent des œufs en chaîne et à qui, une fois qu'on a pris l'œuf et qu'on a donné à manger, on est bien content que l'affaire soit réglée. C'est pas possible. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour commencer, c'est-à-dire nous devons de toutes les manières possibles regarder ici, là, s'il y a des pétitions, s'il y a des textes, répercutez-les autour de vous, car nous devons être, nous autres les insoumis, j'imagine qu'il y en a beaucoup dans cette salle, il n'y a même que de ça en principe, nous devons être... nous ne devons pas être simplement des machines parasyndicales qui vont avec le discours nécessaire de la revendication sociale, etc. Nous défendons la condition humaine dans tous ses aspects, et notamment dans le fait que l'aspect central, c'est que nous sommes des êtres sociaux, certes culturels, socio-culturels. Nous sommes des êtres culturels. La production de l'esprit nous concerne tout aussi directement que la nourriture que nous consommons chaque jour chez nous. Alors, tout ça, je l'évoque pour vous dire, maintenant, vous avez compris comme moi, nous allons entrer dans une nouvelle phase de la campagne présidentielle. Elle s'ouvre dans cette ambiance-là. Et c'est important de comprendre que c'est là-dedans qu'on va vivre, et à chacune des étapes de la campagne présidentielle, il y en a 4, je crois, ou 5, eh bien, va venir s'ajouter une couche de plus. Et quand on commence avec une couche de saloperie, il est vraisemblable que la suivante est une couche de saloperie plus importante, et ainsi de suite. Nous naviguons aujourd'hui dans cette ambiance. L'ambiance de supprimer la loi de supprimer le 1er mai, l'ambiance d'imposer la loi Yadan, l'ambiance de surveiller des parlementaires, faire surveiller des parlementaires par des flics sans qu'on sache juste pourquoi, et une ambiance où il paraît normal à un type, du moment qui possède du fric, de foutre dehors quelqu'un qui dirige une maison d'édition et de regarder, sans s'en préoccuper, 130 auteurs, et non des moindres, ce sont ceux de notre époque, ils sont vivants. Voilà comment ça commence. Vous n'avez aucune raison de penser que ça va se calmer tout seul, aucune. La seule certitude que nous avons, c'est que ça va s'aggraver. Et plus ils se sentiront en danger, plus ils feront la manœuvre d'encerclement, ils la compléteront à notre égard, parce que nous sommes le premier problème qu'ils rencontrent. Les autres ne sont pas des problèmes, les autres sont des solutions pour eux. Et notamment,
les fascistes. C'est pas qu'ils préfèrent la solution fasciste, mais comme aux générations précédentes, faute de mieux, ils font ça. Et ils pensent qu'ils vont les contrôler. Et c'est ce qui vous explique pourquoi le patronat est si ardent aujourd'hui à rencontrer le RN. Et là aussi, vous devez regarder et constater quelque chose. Tout le monde s'en fout. Mais il y avait autrefois une digue. La précédente personne qui dirigeait le MEDEF l'avait établi, j'ai oublié son nom, on la voit, les noms propres, moi. Bref, peu importe, c'est ça, Parisot. Voilà, merci. Eh bien, elle avait mis une digue. Et elle disait, le MEDEF ne rencontre pas les fascistes. Point. Parle avec les autres, c'est des partis républicains, mais pas avec les fascistes. Qu'on parle avec le MEDEF, dans une société démocratique, pourquoi pas, on parle avec tous les intervenants de la société. Parler, ça ne veut pas dire donner raison par principe. Hein. Je signale quand même qu'il y a une nuance. Et je le redis pourquoi, parce que déjà, ça commence mal. Le patron du MEDEF dit, à propos du fait qu'ils vont recevoir à dîner, ce lundi-ci, à déjeuner, le RN, il dit qu'au fond, le problème que ça pose, il est économique. Ah bon, le reste, tu t'en fous. Qu'il soit raciste, qu'il soit violent, qu'il soit antinational, ça ne te dérange pas, c'est juste une question économique. Ah, Louis Renault doit dormir en paix maintenant. Parce que Louis Renault, on lui a confié la boîte Renault, pas pour faire des voitures, mais pour les punir d'avoir travaillé avec l'occupant nazi. Et lui, Louis Renault, pour l'avoir décidé. Et je dois regretter de dire que c'est un PDG socialiste de la boîte nationalisée qui a fait remettre le portrait de Louis Renault dans la galerie du conseil d'administration. Mais je cite Louis Renault pour que tout le monde se sente visé. Il ne faut pas croire que la loi en France ne punit pas bien des comportements, et notamment le comportement de trahison. Je le dis pour un certain nombre de ceux qui croient que les entreprises culturelles ne sont pas des entreprises culturelles et qu'on peut les vendre à qui on veut. Non, ce n'est pas le cas. C'est pareil pour les entreprises économiques. Le patronat n'est pas de droit divin. Et les lois qui s'appliquent à lui, ce n'est pas seulement celles qui s'appliquent au niveau des salaires, de l'hygiène et sécurité. Il y a aussi la responsabilité qu'une classe sociale prend par rapport au pays dans lequel elle vit. Le respect qu'elle a pour son identité politique. Et pas seulement je prends. Bref, on va entrer dans un paysage autoritaire sur l'ensemble des questions, avec une jonction qui se fait maintenant entre le patronat. Il n'y en a qu'un seul qui a protesté contre le dîner avec le RN. Un seul, celui de la Maïf, c'est pas totalement étonnant. Hein. Et les autres, ils n'ont plus de bouche, ils n'ont plus de conscience, ils n'ont plus de tête, ils s'en foutent. Mais nous, on le note. Parce que c'est à nous, le plus souvent, qu'on fait les reproches de ne pas tenir compte de ceci, de ne pas tenir compte de cela, de pousser notre pays à l'abîme. Non, c'est vous. Vous êtes toujours les mêmes. Et à chaque génération qui est remise en danger par une évolution ou une transformation du capitalisme, chaque fois que l'ennemi redéploie l'extrême droite et le racisme, quel qu'en soit le prétexte, suivant les périodes, pour réorganiser le monde, chaque fois vous capitulez. Chaque fois vous dites « Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Il faut bien qu'on travaille et puis on donne du boulot à nos ouvriers, hein, qui bien sûr ont profité de tout ça, c'est pas vrai. » Donc méfiez-vous d'eux, n'ayez jamais confiance en eux, jamais. Quiconque vous dit qu'il est motivé exclusivement par des raisons économiques mérite votre suspicion. Méfiez-vous d'eux, ils passeront tout par-dessus bord. Parce que la seule chose qui compte pour eux, c'est le cœur de ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire accumuler. Et je ne dis pas ça pour mettre un signe égal entre tous. Je n'ai pas non plus l'intention de décerner des brevets à tel ou tel. Nous, les Insoumis, nous n'avons pas l'intention de discuter avec le MEDEF autrement que sur les bases qui nous intéressent. Et pas seulement celles qui les intéressent eux. Parce que si les seules bases qui les intéressent, c'est pas payer d'impôts et réduire les cotisations sociales et faire ce qu'ils veulent et en avoir rien à foutre d'être le premier pays des morts au travail de toute l'Europe, nous, ce qui nous intéresse, c'est, primo, la qualité de la vie unique que nous vivrons, deuxio, ce que nous produisons, comment et de quelle manière, à quoi ça sert et quel impact ça a sur la nature. Tertio, qui va tenir les objectifs du plan? Parce que nous avons des objectifs dans le plan. Nous voulons redevenir souverains dans toute une série des productions essentielles de notre pays, à commencer par l'agriculture, en continuant par un certain nombre de grands objectifs qu'on aura l'occasion de développer dans la campagne présidentielle. Mais qui n'aillent pas croire qu'on va aller les voir, le béret à la main, pour leur demander je ne sais quel brevet de crédibilité économique. Les seuls qui ne soient pas crédibles, c'est eux. Parce qu'ils n'investissent pas, parce que qu'est-ce qu'ils ont foutu pour amener le pays dans lequel il est? Pourquoi ils n'ont rien dit? Pourquoi ils n'ont rien fait? Pourquoi ils ne se soucient pas des accords qui se nouent à échelle européenne? Pourquoi il n'y a jamais de Français à l'appel quand tel ou tel projet se met en place? Eux ne sont pas là.